through to the age of 5, so through to children starting school. What sparked my interest in the early years? Je repasse sans cesse cet instant dans ma tête car j'ai tout de suite compris que c'était bien plus qu'un simple incident. Ce n'était pas un faux pas, ni une erreur dans un rituel judiciaire savamment orchestré. Ce qui m'a frappé, c'est le silence qui entourait Catherine lorsqu'elle a quitté la salle du conseil et surtout la phrase qu'elle a murmurée en croisant son assistante « c'est fini ». Ces mots n'étaient pas destinés au public, à la presse, ni même aux livres d'histoire. Pourtant, ils ont résonné comme un coup de poignard dans l'image de stabilité si soigneusement construite. Dans une institution qui prospère grâce à la retenue et à la maîtrise de soi, l'émotion n'est pas un détail, mais un signal d'alarme. J'ai toujours perçu la monarchie comme un système plus fort que les individus qui le composent. Les gens vont et viennent, mais la couronne demeure. Cette idée a commencé à vaciller à ce moment-là. Catherine avait incarné la dignité moderne pendant des années calmes, disciplinées et rarement déstabilisées. Le fait qu'elle, de toutes les personnes, ait craqué publiquement, même un bref instant, m'a empêché de considérer cela comme une simple rumeur ou du sensationnalisme. Ce n'était pas du théâtre, c'était une véritable rupture. Ce qui m'a encore plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle l'entourage a réagi. Non pas par des explications ou des assurances, mais par le silence. Pas de communiqué de presse, pas de démenti, pas de phrases soigneusement formulées pour minimiser les dégâts. Ce silence a agi comme une loupe, moins on en disait, plus le moment devenait assourdissant. Je me suis immédiatement posé la question que tout le monde se posait sans doute, mais que personne n'osait formuler à voix haute. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour affecter Catherine de façon aussi visible ? Pour moi, la réponse ne se trouvait pas dans ce couloir, mais dans les heures qui l'ont précédé. La réunion d'urgence qui s'était tenue ce matin-là n'était pas à l'ordre du jour. Ce seul fait est révélateur. Au sein de la cour, tout est planifié, réfléchi et communiqué. Lorsqu'un événement survient soudainement et sans prévenir, cela signifie généralement que la situation a déjà dégénéré. J'y ai vu le premier signe qu'il ne s'agissait pas d'une affaire personnelle, mais d'un conflit institutionnel. Et c'est précisément là que cela devient intéressant à mes yeux, car le pouvoir au sein de la monarchie se manifeste rarement par de grands gestes. Il réside dans les documents, les procédures et les accords tacites. Quand une photo de Catherine dans la voiture, la main sur le visage, les yeux rouges et brillants, a fuité plus tard dans la journée, je n'ai pas ressenti cela comme une violation de ma vie privée, mais plutôt comme une confirmation. Le voile était brisé. Je sais qu'une image peut être trompeuse, mais parfois une image vaut 1000 mots. Ce n'était pas de la fatigue après une longue journée. C'était une émotion brute. Et une émotion de cette intensité ne surgit pas de nulle part. J'ai aussi remarqué la rapidité avec laquelle les interprétations ont dévié. Était-ce à propos de son mariage, de lutte de pouvoir interne, du rôle du roi ou de la reine consort? Pour moi, ces spéculations étaient presque une distraction. L'essentiel n'était pas le qui, mais le quoi. Quel genre de système emprisonne une personne à ce point que même le murmure est son seul moyen de s'exprimer? C'est cette question qui me préoccupait car la réponse en dit long sur la santé même de l'institution. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le symbolisme. Catherine a quitté la salle du conseil, non pas en colère, non pas pour protester, mais en silence. C'est peut-être encore plus révélateur. La colère exige le changement. Le silence signale qu'une limite a été atteinte. J'ai commencé à comprendre que ce moment pourrait marquer la fin d'un long processus et non son commencement. Des années de tensions internes, de conflits latents et de rapports de force fluctuants ont convergé ici dans une simple phrase de 3 mots. Je ne peux dissocier cela du contexte plus large. Depuis des années, la monarchie subit des pressions pour se moderniser tout en s'accrochant à la tradition. Cette tension exige des sacrifices, mais qui en paie le prix? Ce moment m'a fait soupçonner que Catherine, consciemment ou inconsciemment, s'était retrouvée au cœur de ce conflit. Non pas comme une simple passante, mais comme une figure clé. Et quand les figures clés s'effondrent, quelque chose s'effondre en elle. Ce qui m'a également interpellé, c'est la question de savoir pourquoi ce moment précis a été révélé. Il y a sans doute eu des confrontations auparavant, des conversations à huis clos, des décisions douloureuses. Mais là, quelque chose a dysfonctionné dans les mécanismes de contrôle. Comme si le système avait momentanément oublié de se protéger. Et c'est ce qui le rend dangereux, car les systèmes qui perdent le contrôle révèlent leurs faiblesses. Je me suis surprise à me demander sans cesse si cela est devenu visible, qu'est-ce qui reste caché? Quels documents, quels accords, quelles promesses se dissimulent dessous la surface, prêts à produire le même effet? Le murmure de Catherine résonnait en moi comme un avertissement non seulement pour sa situation personnelle, mais pour tous ceux qui croient la monarchie intouchable. Ce n'était pas une scène finale, c'était une ouverture. Une ouverture qui m'oblige à regarder au-delà des larmes et des rumeurs et qui me prépare à ce qui suit inévitablement la confrontation entre l'intégrité personnelle et le pouvoir institutionnel. Et une fois ce conflit révélé, il est irréversible.
La question que je me pose ici et que je souhaite également soumettre au lecteur est simple mais dérangeante quand même, le silence, crie qui écoute vraiment. Plus je repensais à cette matinée, plus il me paraissait évident que le cœur de cette histoire n'était pas d'ordre émotionnel mais bureaucratique. Dans la monarchie, le pouvoir s'exerce rarement par des cris ou des conflits ouverts. Il se transmet par le biais de dossiers de comités et de réinterprétation des règles en vigueur. Le dossier noir présenté lors de la réunion d'urgence est devenu pour moi le symbole de ce glissement silencieux du pouvoir. Non pas parce que j'en connaissais le contenu exact, mais parce que tout autour criait qu'un principe fondamental était en train d'être réécrit. Ce qui m'a frappé, c'est le déroulement de cette réunion. Aucune annonce publique, aucun point à l'ordre du jour, aucune préparation comme celles qui ont lieu habituellement des mois à l'avance. Cela en dit long. Lorsque des processus normalement transparents et ritualisés sont soudainement accélérés et dissimulés. C'est généralement parce que des intérêts sont en jeu et qu'il vaut mieux ne pas les révéler. J'ai alors compris que Catherine n'était pas seulement confrontée à une décision mais à une nouvelle réalité où son rôle avait été redéfini sans son consentement. J'ai toujours été fasciné par la manière dont les institutions se protègent. Ce qui m'a frappé ici, c'est l'utilisation du langage comme une arme. Non pas par des mots durs, mais par des formulations qui disent « tout et rien à la fois ». Officiellement, les pouvoirs subsistent, mais dans les faits, ils s'érodent. Les titres demeurent, mais leur signification se transforme. Peu de choses changent pour le monde extérieur, mais en interne, l'équilibre des pouvoirs est complètement bouleversé. Ces structures sont légales, procéduralement irréprochables et pourtant profondément perturbatrices pour ceux qui y sont confrontés. À mon avis, c'est précisément ce qui s'est passé. Catherine n'a pas été destituée ni critiquée publiquement, ni ouvertement mise à l'écart, elle a simplement été repositionnée. Et c'est peut-être encore plus significatif. Car comment résister à une décision qui paraît raisonnable sur le papier ? Comment lutter contre une décision présentée comme nécessaire à la stabilité, à la continuité et à l'unité ? C'est une stratégie qui laisse peu de place à l'émotion, mais qui a un impact d'autant plus fort sur l'identité. Ce qui rendait ce changement de pouvoir particulièrement douloureux, c'était le moment choisi. Ces dernières années, Catherine était devenue un véritable pilier de renouveau. Elle incarnait le pont entre tradition et avenir, entre cérémonie et humanité. Qu'elle soit reléguée à un rôle plus cérémoniel à ce moment précis ne me semblait pas fortuit. Cela ressemblait davantage à une correction, à une tentative de rétablir l'équilibre des pouvoirs entre les mains d'un centre de pouvoir plus centralisé. J'ai aussi commencé à prêter attention à ceux qui étaient invisibles. Dans ce genre de structure, l'absence est souvent tout aussi significative que la présence. Lorsque certaines personnes ne participent pas à des moments cruciaux, cela révèle généralement une connaissance préalable ou une distance stratégique. Cela a renforcé mon intuition que ce remaniement des influences était à l'œuvre depuis un certain temps. Catherine n'a pas été confrontée à une décision soudaine, mais au résultat d'un processus qui s'était largement déroulé à son insu. Cela a soulevé une question troublante: quelle place reste-t-il au sein d'un tel système pour les convictions personnelles ? Lorsque le pouvoir s'exerce de manière si technique, si soigneusement encadrée par des procédures, que reste-t-il de la responsabilité individuelle ? Je me suis demandé non seulement ce que cela signifiait pour Catherine, mais aussi ce que cela révélait de l'état de la monarchie dans son ensemble. Une institution qui doit se protéger des voies internes montre qu'elle se perçoit comme vulnérable. Ce qui rend cette question si explosive à mon sens, ce n'est pas tant la violation de la loi, mais plutôt le fait qu'elle remet en cause l'esprit des promesses antérieures. Les monarchies ne prospèrent pas seulement grâce à des règles, mais aussi grâce à la continuité de leurs intentions. Lorsque ces intentions sont soudainement remises en question sans débat public, un problème de légitimité se pose. Le peuple le ressent même sans en connaître les détails. C'est peut-être ce qui explique pourquoi cet événement a suscité une telle réaction auprès du public avant même la diffusion d'informations concrètes. J'ai également perçu une tendance plus générale. Dans de nombreuses institutions traditionnelles, la modernisation est tolérée tant qu'elle reste maîtrisable. Dès que l'innovation développe sa propre dynamique, un retour de bâton se produit souvent. Le système se corrige de lui-même non par la force, mais par une restructuration. Catherine m'apparaissait comme l'incarnation de cette tension, non pas parce qu'elle l'a recherchée consciemment, mais parce qu'elle y avait grandi. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la prise de conscience que le pouvoir n'était pas perdu mais déplacé. Et quiconque déplace le pouvoir crée des gagnants et des perdants, même si personne ne l'admet ouvertement. Catherine s'est soudainement retrouvée du mauvais côté de ce changement. Non pas par erreur, non pas à cause d'un scandale, mais à cause d'une réinterprétation de sa valeur au sein du système. Cette prise de conscience m'a permis de comprendre que les larmes que j'avais vues auparavant n'étaient pas seulement dues à une souffrance personnelle, mais aussi à la conscience d'une exclusion structurelle. Lorsqu'une personne réalise que les règles ont été réécrites alors qu'elle était à la table des décisions mais qu'elle n'avait pas voix au chapitre, cela touche à sa dignité même.
Et c'est précisément là que l'histoire commence véritablement. Car une fois le pouvoir ainsi bouleversé, la question n'est plus de savoir si une résistance émergera, mais quand et sous quelle forme. En tentant de comprendre les implications institutionnelles de ce changement de pouvoir, je ne pouvais plus ignorer la dimension personnelle. Car aussi minutieusement conçues soient les procédures, elles finissent toujours par se heurter à la réalité humaine. Dans ce cas précis, ce conflit transperçait un mariage présenté depuis des années comme le fondement moral et affectif de la monarchie moderne. Il m'est apparu douloureusement que dans un tel système, la loyauté n'est pas seulement politique mais aussi intime. Et c'est précisément là que quelque chose semblait irrémédiablement brisé. J'ai souvent pensé qu'un mariage royal est par définition un partenariat non seulement entre deux personnes, mais aussi entre leurs rôles. Vie privée et vie publique s'entremêlent. Le soutien n'est donc pas une option, mais une condition nécessaire à la survie du couple. Quand j'ai appris comment Catherine, après la réunion du conseil, avait cherché le soutien de William et s'était heurtée à son indifférence, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple crise de couple. C'était un conflit entre deux loyautés devenues incompatibles. Ce qui m'a frappé, c'était la froideur de cette distance. Pas de dispute, pas de mots vifs, juste le silence et la résignation. Pour moi, c'est souvent le signe le plus clair qu'une décision a déjà été prise. Pas sur le moment, mais plutôt peut-être même inconsciemment. William ne semblait ni surpris, ni en quête de réponse, mais résigné. Comme s'il s'était déjà fait à un dénouement où Catherine ne jouerait plus un rôle central. Et cette prise de conscience a dû être dévastatrice non seulement pour lui en tant que personnalité publique, mais aussi en tant que conjoint. J'ai commencé à me demander depuis combien de temps ce fossé se creusait. Les mariages se brisent rarement du jour au lendemain, surtout pas dans un contexte où la maîtrise de soi est primordiale. Il y avait probablement des divergences de vision, d'interprétation du devoir et de l'avenir depuis un certain temps. Catherine me semblait de plus en plus incarner une monarchie cherchant à se rapprocher de la société, tandis que William était visiblement plus attaché à la continuité institutionnelle. Les deux positions sont défendables, mais ensemble, elles forment un cocktail explosif. Ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c'est que les émotions à la cour sont souvent perçues comme une faiblesse. Or, ce sont précisément les émotions qui guident que la loyauté. Lorsque Guillaume a déclaré que les combats étaient terminés, cela ne sonnait pas comme un soulagement mais comme une conclusion définitive. Ce n'était pas une invitation au dialogue, mais une affirmation. Dès lors, il est devenu évident que Catherine était marginalisée non seulement politiquement, mais aussi dans ses relations personnelles. Je me suis surprise à me poser une question rarement abordée ouvertement: que se passe-t-il lorsque le devoir prime sur le partenariat? Au sein de la monarchie, on répond généralement à cette question en faveur de l'institution. Mais le prix à payer est élevé. Les individus sont réduits à des fonctions, les relations à des stratégies. Et lorsque cela arrive, la dimension humaine, qui était censée assurer la pertinence de l'institution, disparaît. Pour Catherine, ce moment a dû être un tournant, non seulement parce qu'elle a perdu de l'influence, mais aussi parce qu'elle a compris qu'elle devait mener ce combat seule. Cette prise de conscience change tout. Elle transforme la déception en un problème existentiel. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ses larmes pleuraient non seulement ce qui était perdu, mais aussi ce qui ne reviendrait jamais: la confiance. Ce qui m'a aussi frappé, c'est la rapidité avec laquelle tout cela s'est répandu. On perçoit les changements profonds dans une relation même sans explication officielle. L'absence d'apparition commune, le langage corporel modifié, la distance soigneusement choisie sur les photos. Ce sont de petits signes qui, mis bout à bout, forment un schéma. Et ce schéma racontait une histoire de distance. J'ai commencé à percevoir cela comme un tournant décisif pour l'image de la monarchie. Pendant des années, on a véhiculé l'image d'un couple royal stable et moderne incarnant l'avenir. Or, la fragilité de cette image est devenue évidente. Lorsqu'une institution perd son humanité, elle perd aussi de sa légitimité. Il ne s'agit pas d'un jugement moral, mais d'une réalité sociologique. La question qui me taraudait était certes gênante, mais inévitable. Une monarchie peut-elle survivre si ses relations fondamentales sont sacrifiées à la loyauté procédurale? Peut-être, mais à quel prix? Catherine me semblait la preuve vivante que l'intégrité personnelle n'est pas toujours compatible avec l'obéissance aux institutions. Et lorsqu'on est contraint de choisir entre les deux, il n'en résulte pas un compromis, mais une rupture. Ce passage m'a laissé l'impression que la véritable crise ne résidait ni dans des documents, ni dans des réunions, mais au cœur même d'une relation qui symbolisait jadis le renouveau. Si ce symbole s'effondre, qu'est-ce qui reste pour unir les gens? La réponse à cette question commence à se dessiner lorsqu'on s'intéresse à ceux qui ont soutenu Catherine quand tout s'est arrêté. Et c'est là, dans ce soutien inattendu, que réside la clé de la suite des événements. Alors que tout semblait figé autour de Catherine, j'ai été frappé par ceux qui, eux, ne l'étaient pas. Dans un système habitué à l'attente, aux tergiversations et à la dissimulation, la princesse Anne a agi avec une détermination que j'avais rarement vue. Pour moi,
Elle est devenue le tournant de cette histoire, non pas par son véhémence, mais par sa volonté d'agir. Là où d'autres gardèrent le silence par prudence, Anne semblait le garder par stratégie. Et c'est précisément à ce moment-là que l'opération Clarion a commencé à prendre tout son sens à mes yeux. Jusque-là, j'avais toujours cru que le véritable pouvoir au sein de la monarchie se limitait à la hiérarchie visible roi, prince héritier, succession héréditaire. Ce qu'a fait Anne m'a révélé qu'en dessous de cette structure apparente se cachait une seconde strate, un réseau de mécanismes d'urgence conçus pour les situations où l'ordre officiel ne parvenait plus à se corriger de lui-même. Clarion n'était ni une rumeur, ni un mythe, mais une assurance silencieuse contre les dérives internes. Et c'est précisément ce qui la rendait si dangereuse. Ce qui m'a profondément touché, c'est le symbolisme du moment où Anne s'est approchée de Catherine. Aucune manifestation publique de soutien, aucun mot de réconfort. Juste une remise, un objet discret mais lourd de sens. Dans la tradition royale, de tels gestes ne sont jamais fortuits. Ils remplacent 1000 explications. Pour moi, c'était comme une reconnaissance. Catherine n'était plus seulement un acteur du jeu, mais un rempart contre tout dérapage. J'ai commencé à comprendre que la loyauté d'Anne n'allait pas avant tout à des individus, mais à la continuité de l'institution telle qu'elle l'avait connue. Elle avait grandi auprès d'une monarque qui avait consacré sa vie entière à bâtir la stabilité, la discipline et à se préparer à l'impensable. Rétrospectivement, l'existence de Clarion ne m'a pas surprise. Son activation, en revanche, l'a été. De tels mécanismes ne sont pas conçus pour des conflits encore résolubles, mais pour des situations où la confiance est structurellement ébranlée. Pour moi, Clarion n'était pas un coup d'État, une prise de pouvoir, mais le signe que les mécanismes de contrôle interne étaient défaillants. Lorsqu'on actionne un frein d'urgence, c'est que les freins normaux ont lâché. C'est une constatation douloureuse, surtout pour une institution qui se nourrit de l'idée qu'elle est à l'abri de l'erreur humaine. Anne semblait le reconnaître sans détour, son geste n'était pas un choix émotionnel mais un choix institutionnel. Ce qui a rendu cette décision si explosive, c'est que Clarion a présenté Catherine non comme une rivale, mais comme une gardienne. C'est une différence fondamentale, elle n'a pas été placée là pour s'emparer du pouvoir, mais pour protéger les frontières. Pour moi, c'est un détail crucial car il démontre à quel point la situation était perçue comme grave. On ne craignait pas une menace extérieure, mais des bouleversements internes qui sapaient les valeurs fondamentales du système. Je me suis demandé pourquoi Catherine en particulier avait été choisie. La réponse résidait non seulement dans sa fonction, mais aussi dans sa réputation. Pendant des années, elle avait démontré sa capacité à conjuguer sens du devoir et empathie. Elle avait prouvé qu'elle respectait les règles sans jamais perdre son intégrité morale. Dans une crise où des poursuites judiciaires sont engagées contre des personnes, un tel profil est à la fois dangereux et nécessaire. Dangereux pour ceux qui cherchent à exercer le pouvoir essentiel, pour ceux qui cherchent à préserver leur légitimité. Cela rend le rôle d'Anne encore plus impressionnant à mes yeux. Elle savait parfaitement ce qu'elle déclenchait. Elle savait que ce transfert bouleverserait l'équilibre des pouvoirs en place, même sans qu'un seul mot ne soit prononcé publiquement. Et pourtant, elle l'a fait. Non par rébellion, mais par sens des responsabilités. Cette distinction est importante car elle montre qu'il ne s'agissait pas d'une querelle familiale, mais d'un moment constitutionnel. Ce qui m'a également frappé, c'est le peu de connaissances nécessaires pour que cela ait un impact. Le pouvoir n'a pas besoin d'être visible pour être réel. Parfois, il suffit que quelques personnes clés comprennent les enjeux. Clarion fonctionnait comme une structure occulte, invisible au public mais paralysante pour ceux qui en connaissaient la signification. Cela en dit long sur la fragilité de l'équilibre qui s'était trouvé. J'ai commencé à comprendre qu'à partir de ce moment-là, Catherine ne pourrait plus jamais reprendre son ancien rôle. Même si elle l'avait souhaité, la porte était fermée. Une fois reléguée au rôle de doublure, on ne peut plus prétendre n'être qu'un simple élément de décor. Cette prise de conscience a dû être un coup dur. Être mise à l'écart est une chose, mais se retrouver soudainement avec une responsabilité que personne n'ose assumer ouvertement en est une autre. La question que je me posais était inévitable: que se passe-t-il lorsqu'une institution fonde ses espoirs sur quelqu'un qui simultanément cherche à la marginaliser? Ce paradoxe est fatal. Soit le système se corrige de lui-même, soit il s'effondre. Clarion n'était pas une solution, mais un catalyseur. L'émission a mis au jour ce qui couvait depuis un certain temps. À ce stade de l'histoire, j'ai senti que Catherine ne réagissait plus mais anticipait. Elle n'agissait plus sous le coup de la douleur mais par lucidité. Et c'est ce qui la rend dangereuse pour un système qui repose sur la prévisibilité. Dès lors, la question n'était plus de savoir si une confrontation aurait lieu, mais quand et sous quelle forme. Et cette confrontation, je le savais, ne se déroulerait pas dans le silence. Dès l'intervention de Clarion, j'ai senti que la situation ne pouvait plus rester dans l'ombre. Les systèmes peuvent endurer bien des choses, mais ils abhorrent l'incertitude. Et c'est précisément l'incertitude que Catherine incarnait lorsqu'elle s'est placée au cœur du pouvoir, non pas en tant qu'épouse ou figure emblématique, mais en tant qu'acteur constitutionnel. Pour moi, cette confrontation était inévitable. Non pas qu'elle l'ait recherchée,
mais parce que le système l'y a contrainte. Quiconque active un mécanisme d'urgence ne peut espérer que les conséquences restent limitées. La réunion qui suivit n'était ni une cérémonie ni un débat au sens classique du terme. Ce fut un affrontement de logique. D'un côté se dressait la hiérarchie visible fondée sur la succession héréditaire les précédents et le contrôle. De l'autre, Catherine forte d'une légitimité qui ne découlait pas du pouvoir, mais de la confiance et de la continuité morale. Ce qui me frappa le plus, c'était son calme imperturbable. Aucun geste théâtral, aucune supplique émotionnelle. Elle parlait le langage de la procédure, mais avec une intention différente de celle des autres. J'ai remarqué le changement d'atmosphère lorsqu'elle a exposé sa position. Non pas comme une revendication, mais comme une observation. Elle n'a rien exigé qui ne lui ait déjà été confié. C'est ce qui rendait difficile de la considérer comme une menace. Pour quiconque l'écoutait attentivement, il était clair qu'elle ne cherchait pas à saper l'autorité, mais plutôt à la protéger d'elle-même. Un message dérangeant pour une institution habituée aux critiques extérieures et non internes. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le moment où la division qui régnait dans la pièce est devenue flagrante. Pas d'hostilité ouverte, mais un silence pesant, des regards fuyants, des papiers déplacés sans être lus. Cette tension qui naît lorsque chacun comprend qu'il n'y a pas d'issue sans perte. Dans ce silence, j'ai compris que Catherine n'était plus seule, mais qu'elle n'était pas non plus pleinement soutenue. Elle se trouvait au cœur d'une fracture. Et puis il y a eu William. Son attitude a été pour moi la plus révélatrice. Non pas parce qu'il a parlé, mais parce qu'il est resté silencieux. Dans un contexte où chaque mot compte, le silence n'est jamais neutre. Son refus de prendre position m'a semblé être un choix délibéré de privilégier le système à la relation. Pour moi, c'était la preuve irréfutable que cette crise n'était pas seulement une question de pouvoir, mais aussi d'identité. Qui sommes-nous lorsque nous sommes contraints de choisir entre le devoir et le lien social ? Ce silence eut un effet explosif, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan procédural. Sans sa voix, la réunion s'enlisa. Pas de majorité, pas de décision, pas de progrès. Le système était paralysé par sa propre prudence. Et c'est précisément ce qui rendait la présence de Catherine si menaçante. Elle n'avait rien imposé, rien exigé, et pourtant, elle avait tout bouleversé. C'est le paradoxe de l'autorité morale, elle agit précisément en ne dominant pas. J'ai commencé à me demander si ce moment n'était pas celui où la monarchie se retrouvait face à son propre miroir. Que se passera-t-il si l'héritier se dérobe à ses responsabilités lorsqu'une direction est nécessaire ? Qu'est-ce que cela présage du leadership à l'avenir ? Ce sont des questions rarement posées ouvertement, mais ici, elles sont devenues incontournables. Catherine n'a même pas eu besoin de les formuler, sa présence les soulevait implicitement. Ce qui a rendu cette confrontation si importante à mes yeux, c'est qu'elle a révélé la fragilité du consensus lorsque les valeurs ne sont plus partagées. Tous les participants parlaient le même langage de tradition et de devoir, mais chacun y accordait une signification différente. Pour certains, la stabilité rimait avec contrôle. Pour Catherine, elle rimait avec crédibilité. Ce fossé ne peut être comblé par le compromis. Il exige une réorientation fondamentale. J'ai également ressenti que ce moment marquait la fin de l'idée que les conflits au sein de la monarchie sont toujours gérables. Parfois, ils atteignent un point où même les procédures les plus élaborées ne permettent plus de les résoudre. Il ne reste alors que le report. La pause imposée après le vote m'a semblé non pas une occasion de réflexion, mais un signe de paralysie. Lorsque les décisions sont reportées parce que personne n'ose prendre ses responsabilités, le système est déjà fragilisé. Catherine quitta cette pièce ni gagnante ni perdante. Elle avait accompli quelque chose de plus important. Elle avait démontré que le pouvoir ne réside pas seulement dans les votes et les titres, mais aussi dans la capacité à confronter le système à ses propres failles. C'est plus dangereux qu'une opposition ouverte, car cela ne désigne pas d'ennemis clairement identifiés, mais sème le doute. Et le doute est mortel pour les institutions qui prospèrent grâce à la certitude. Tandis que je médite sur tout cela, une question me hante: que se passe-t-il lorsque le silence, au lieu de protéger, expose ? Pour William, le silence semblait un bouclier. Pour Catherine, il devint un miroir. Et pour la monarchie dans son ensemble, ce fut une épreuve loin d'être terminée. Car après cette confrontation, plus rien n'allait de soi. Ni la répartition des rôles, ni l'avenir, et certainement pas les loyautés sur lesquelles ils avaient toujours compté. Après cette confrontation, un autre silence s'installa plus lourd que tout ce qui l'avait précédé. Non pas le silence tendu d'une réunion, mais le long silence qui suit lorsqu'un système réalise qu'il ne peut plus se corriger sans perdre la face. J'ai remarqué que Catherine, à cette époque, ne cherchait pas à combler le vide par des explications ou des gestes symboliques. Au contraire, elle utilisait le silence comme un outil. Pour moi, c'est à ce moment précis que son rôle a définitivement changé, non plus réactif mais guide. J'ai commencé à comprendre que le pouvoir ne se révèle parfois que lorsqu'on refuse de le revendiquer ouvertement. Catherine n'a pas cherché les caméras, les manifestations publiques de soutien, ni la réhabilitation psychologique.
Elle a choisi un autre terrain rarement sous les projecteurs, mais qui pourtant influence le fonctionnement des institutions, les procédures, les archives et l'interprétation. Le silence est devenu son arme, forçant chacun à prendre position. Ceux qui se taisent invitent les autres à parler, et c'est précisément là que le changement s'est opéré. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont son attitude a déclenché une réaction en chaîne. Au sein de la cour, les comportements ont changé. Pas bruyamment, pas ouvertement, mais subtilement. Les nominations ont été réexaminées, les invitations réorganisées, l'importance accordée au comité a été redéfinie. Catherine n'a pas eu à lever le petit doigt. Sa seule présence a changé la donne. C'est le pouvoir de l'autorité morale, il agit indirectement, mais il est incontournable. J'ai également constaté comment la notion de leadership a été redéfinie ici. Alors que le leadership traditionnel au sein de la monarchie s'accompagne de visibilité et de hiérarchie, Catherine a démontré que l'influence peut aussi naître de la constance et de la retenue. Elle parlait non pas pour être entendue, mais pour laisser une trace. Chaque mot qu'elle prononçait avait donc plus de poids. Pour moi, c'était un choix délibéré de ralentir le rythme et ainsi reprendre le contrôle. Durant cette même période, il est devenu évident que son attention s'est portée sur ce que j'appellerais la mémoire institutionnelle. Celui qui détermine l'interprétation du passé détermine aussi les contours de l'avenir. Catherine l'avait compris. En s'impliquant dans les protocoles, les archives et la révision des directives internes, elle s'est positionnée là où le pouvoir est de moins visible, mais plus durable. Il ne s'agit pas d'une position pour des succès rapides, mais pour une influence à long terme. Je n'ose prédire avec certitude ce que cela signifie pour l'avenir, mais j'en perçois clairement les contours. La monarchie est confrontée à un choix qu'elle ne peut plus reporter, s'accrocher à un modèle rigide et contrôlé, ou s'ouvrir à une forme de légitimité qui ne repose pas uniquement sur la succession héréditaire. Catherine incarne la seconde option, non pas parce qu'elle la revendique, mais parce qu'elle la vit au quotidien. Et c'est ce qui la rend à la fois précieuse et dérangeante. J'ai constaté que cela a modifié ma propre perspective sur l'institution. Là où je raisonnais auparavant en termes de stabilité contre chaos, je perçois désormais une tension différente, le silence contre le sens. Un système peut rester silencieux longtemps, mais si ce silence ne donne plus de direction, il perd de son attrait. Le silence de Catherine a produit l'effet inverse. Elle a donné une direction sans imposer sa volonté. C'est rare et donc d'autant plus déstabilisant. La question qui me taraude est la suivante: une monarchie peut-elle tirer des leçons de quelqu'un qui, sans la contester ouvertement, la contraint à se remettre en question? La réponse déterminera si ce moment restera dans l'histoire comme une rupture ou une réforme. Ce dont je suis certain, c'est que Catherine ne peut plus se contenter de son rôle d'antan. L'époque de l'unité de façade est révolue. Ce qui la remplacera reste encore incertain, mais il sera façonné par les choix que nous ferons aujourd'hui. Je ne vois pas Catherine comme une révolutionnaire, mais je ne la vois pas non plus comme une victime. Je vois quelqu'un qui a compris que le véritable changement commence rarement par des polémiques. Elle commence par refuser de participer à un discours qui a perdu toute crédibilité. Ce faisant, elle n'a pas sapé la monarchie, mais l'a incité à plus de transparence. On ignore si elle réussira, mais un retour en arrière est désormais impossible. Et c'est peut-être là le nœud du problème. Il ne s'agit pas de savoir qui gagne ni qui perd, mais si l'institution est prête à reconnaître que le silence est parfois plus éloquent que la force. Cette reconnaissance est douloureuse mais nécessaire, car seuls les systèmes qui affrontent leurs propres failles peuvent s'adapter à un monde qui n'accepte plus les faux-semblants.